Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier chaleureusement les partenaires de cet événement du Printemps de la robotique qui nous soutiennent activement et qui ont contribué fortement à la visibilité de l'événement. Alors, un grand merci à la société Agilox, à la NAP, aux ARTLH, Coboteam, Minalogic, Omron, Proxinov, Robotics Valley et Lyrig. Merci à eux pour leur soutien précieux. Et on va donc pouvoir démarrer sur la thématique, donc appréhender un projet AMR en toute sérénité, en parlant de technologie, méthode et sécurité. Pour ça, on va dans un premier temps aborder donc qu'est-ce que globalement la technologie AMR, puis s'axer sur la partie du coup appréhension, donc comment appréhender son projet AMR, puis on passera en revue du coup tous les points clés à avoir en tête en matière de sécurité, et on terminera par la session de questions-réponses. Je vous laisse la main du coup pour le tour de table. Bonjour à tous, donc Victor Guillemin, effectivement donc je travaille chez SICK depuis 6 ans maintenant et pour ma part je suis spécialisé dans le développement commercial des produits et des systèmes SICK dans le domaine de la robotique mobile et de l'embarqué. Donc ensuite, Adrien Marc de la société SICK. Donc je suis le responsable produit des produits de sécurité chez SICK France et je travaille chez SICK comme Victor depuis 6 ans. On travaille étroitement ensemble avec des clients comme Meanwhile qui développent des solutions de véhicules. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Bouclé, je suis directeur technique chez Proxinov, donc ça fait plus de 10 ans que je suis chez Proxinov. Et en quelques mots, Proxinov, c'est deux choses. C'est un cluster dédié à la robotique, à la cobotique et à la robotique mobile, et un centre technique. Notre rôle en tant que cluster, ça va être animer un réseau de plus de 200 adhérents, donc organiser des journées techniques, des veilles, des salons. Et notre rôle en tant que CRT, Centre de ressources technologiques, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs réflexions et dans leurs projets d'automatisation, robotisation. Et surtout sur des phases d'avant-projet. Bonjour à tous, donc moi c'est Alexia Noli, je suis responsable marketing digital et communication donc chez Meanwhile depuis maintenant 5 ans. Et pour vous parler un petit peu plus rapidement de Meanwhile, donc c'est une société qui conçoit, installe et maintient des solutions de robotique mobile autonome dédiées au transport de biens, donc à la fois dans le secteur de la santé, donc pour les hôpitaux, et dans le secteur industriel. Et on a à l'heure actuelle 10 modèles de robots à notre catalogue et plus de 250 000 km parcourus donc par nos robots directement chez nos clients. Euh, pour mieux comprendre donc comment appréhender un projet AMR de manière efficace, il va être essentiel dans un premier temps de revenir sur les bases. Donc, qu'est-ce qu'un AMR exactement? Et à quel type de besoin il peut répondre et à quel problème concret il va permettre d'apporter des solutions. Lorsqu'on parle d'engin mobile, donc dans un contexte logistique ou industriel, on va distinguer principalement deux grandes familles. Donc les AGV pour Automated Guided Vehicle et les AMR pour Autonomous Mobile Robots. Donc là, vous avez une image d'AGV sur la gauche et une image d'AMR sur la droite. Les AGV, eux, ils ont la particularité de suivre un itinéraire qui va être prédéfini. Donc ça signifie qu'ils vont évoluer en suivant un fil conducteur qui va être visible ou non. Donc pour ça, il y a plusieurs technologies qui existent, comme par exemple le filo-guidage, le guidage magnétique ou encore le guidage laser. Ils sont globalement très efficaces dans des environnements qui vont être bien structurés et peu changeants. À l'inverse, les AMR vont, eux, s'appuyer sur une cartographie de leur environnement qui aura été effectuée au préalable au moment de la mise en service du robot et sont donc capables de se déplacer de manière beaucoup plus libre, entre guillemets, puisqu'ils vont calculer dynamiquement leur trajectoire et ils vont pouvoir réagir en temps réel à leur environnement. Donc, par exemple, si un obstacle se présente devant eux, que ce soit une personne, un chariot ou un carton qui aurait été déposé devant leur passage ou même un autre robot, les AMR vont être capables donc d'éviter ces obstacles sans interrompre leur mission. Et ils vont donc pouvoir adapter leur trajectoire pour continuer à avancer en toute sécurité. Il faut savoir que pendant longtemps, les AMR et les AGV ont été mis en concurrence. Donc,
d'un côté, les fabricants d'AMR, ils mettaient en avant, on va dire, le côté agilité, hein, la flexibilité de leurs solutions et leur capacité à naviguer dans des environnements du coup dynamiques, comme on l'a dit. Et de l'autre côté, les fabricants d'AGV, ils mettaient en avant plus la robustesse et la fiabilité de leur système. Mais on peut dire, je pense que cette opposition aujourd'hui s'est un petit peu atténuée dans le sens où, avec l'évolution des technologies et la diversification des cas d'usage, donc que ce soit dans la santé ou dans l'industrie, on comprend mieux que ces deux types de solutions ne s'excluent pas mutuellement, mais qu'elles sont au contraire peut-être plus complémentaires, puisque chacune peut répondre à des problématiques spécifiques. Par exemple, si on prend l'exemple des hôpitaux, donc les AGV qui ont besoin, eux, d'un environnement très structuré et maîtrisé, ils seront tout à fait adaptés pour fonctionner sur des plateaux logistiques, donc par exemple au sous-sol des hôpitaux, alors qu'à l'inverse, les AMR, eux, ils seront plus adaptés, entre guillemets, pour évoluer dans un environnement dynamique, donc dans les couloirs d'un hôpital, où ils pourront croiser du personnel, des soignants, des patients ou même des visiteurs. Donc voilà pour la partie AMR-AGV, mais donc les solutions AMR, à quoi ça sert? Donc les AMR, Autonomous Mobile Robot, donc ils disposent d'une navigation intelligente qui leur permet de s'adapter à leur environnement en temps réel. Donc, comme je l'ai expliqué, ils vont commencer par cartographier leur environnement, leur zone d'intervention, puis ils seront capables, à partir de cette carte, de générer un trajet optimal, donc d'un point A à un point B. Et bien sûr, ce trajet, du coup, il sera jamais figé. Donc, il est continuellement recalculé en fonction des obstacles qui vont être présents, de la circulation et des priorités de transport de la mission. Euh, donc, pour prendre le cas ici du secteur de la santé, donc par exemple, dans un hôpital, les AMR, ils vont pouvoir remplir plusieurs missions. Donc, par exemple, pour les charges dites légères, ils vont être capables de transporter du matériel médical euh, qui va être plus ou moins sensible entre différents services. Donc, on peut parler ici, par exemple, de poches de sang, de chimiothérapie ou encore de médicaments, tout simplement. Et ces trajets, qui peuvent parfois s'effectuer sur plusieurs étages, sont souvent répétitifs et consomment beaucoup de temps pour le personnel. Et donc, ici, les AMR, ils vont pouvoir venir assurer ces missions de transport, aussi sur des charges plus lourdes, parfois donc, comme des chariots de linge. Mais dans tous les cas, leur présence va permettre de recentrer les équipes médicales sur leur cœur de métier, qui va être le soin et rester auprès des patients. Euh, Au lieu de multiplier, par exemple, les allers-retours dans les couloirs de l'hôpital pour aller chercher des médicaments d'un bout à l'autre. Donc, en résumé, on peut dire que cette automatisation, elle libère du temps vraiment au global. Elle permet aussi de réduire la fatigue à côté, hein, et d'améliorer l'organisation un peu plus globale de l'établissement. Euh, Dans l'industrie, on peut dire que les cas d'usage sont tout aussi variés. Les AMR peuvent être utilisés par exemple pour de l'approvisionnement en bord de ligne, où ils vont venir acheminer des composants ou des pièces directement à l'endroit où les opérateurs et les opératrices en auront besoin. Pour faire de la livraison à la demande, donc que ce soit deux caisses pour des charges légères entre guillemets ou des palettes, depuis par exemple un entrepôt central vers des postes de travail ou des zones un peu plus spécifiques, et globalement du transport de caisses de matières premières, par exemple entre plusieurs lignes de fabrication. Ici, l'objectif, il va être multiple, donc ça peut être réduire les temps morts, fluidifier la production, améliorer la productivité et surtout améliorer les conditions de travail du coup des opérateurs. Donc, en supprimant certains déplacements inutiles ou certaines tâches répétitives, avec surtout le port de charge, où on va venir réduire les troubles musculo-squelettiques et améliorer le confort des opérateurs. Donc, en résumé, que ce soit dans un hôpital ou dans une usine ou tout autre environnement complexe, l'AMR il va venir jouer un rôle de soutien logistique en fait, autonome, agile et intelligent. Il ne remplace pas l'humain, mais au contraire, il va venir l'épauler dans son travail en prenant pour lui en charge les tâches à faible valeur ajoutée, donc le transport, pour permettre aux équipes de vraiment se recentrer sur l'essentiel et donc sur leur cœur de métier. Nicolas, je vous passe la main pour la suite. Merci, merci. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la démarche projet qu'on
pourrait entreprendre, qu'on pourrait avoir lorsqu'on souhaite intégrer un AMR. Alors cette démarche projet, moi ce que j'ai voulu vous présenter, c'est essayer de la décomposer en quatre grandes phases. Une phase d'acculturation, pré-étude, étude et validation, et une phase d'intégration et d'utilisation. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on intégrait un AMR ou de la robotique mobile dans son atelier, c'est pas qu'une démarche projet technique, il faut mêler à la fois une approche technique, sécurité aussi, et aussi humaine. Il faut accompagner les collaborateurs à la maîtrise de ces futurs outils. Donc, il faut vraiment aussi y intégrer vraiment une démarche humaine. Donc, c'est l'idée aussi, c'est vraiment d'avoir une approche aussi prudente de l'automatisation, qui consiste en fait à voir grand, mais à commencer aussi petit, surtout lorsqu'on intègre son premier AMR ou sa première flotte. Il faut plutôt voilà voir grand, mais avoir plutôt imaginer plutôt une petite application à haut rendement. Donc une des premières étapes que j'ai appelée, tu peux passer Alexia sur la slide suivante, sur la phase, une étape que j'ai appelée moi d'acculturation. C'est vraiment, il faut vraiment voir cette étape comme une étape de préparation, préparer les équipes à ce projet, se préparer, commencer à discuter en interne de notre souhait d'intégrer de la robotique mobile, essayer aussi de capter aussi les craintes et les représentations des collaborateurs et des salariés. C'est pour ça que j'ai mis une variable sociologique sur laquelle, dans cette étape, il faut travailler, c'est la représentation de la robotique mobile qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a des représentations plutôt positives ou négatives? Si c'est des représentations négatives, bah, il va falloir travailler dans cette étape-là sur ces représentations et les rendre positives. C'est le moment aussi de faire de la veille, de s'informer et d'informer, de visiter pourquoi pas d'autres sites qui ont intégré de la robotique mobile. Ça peut être des ateliers de production, ça peut être des hôpitaux, ça peut être aussi des salons, faire des visites de salons aussi, découvrir des technologies sur des salons. L'idée vraiment dans cette étape, c'est de se préparer et d'imaginer ce que peut m'apporter la robotique mobile dans mon quotidien. Donc voilà, c'est vraiment une étape à ne pas négliger. Et le rôle du manager, du responsable projet dans cette étape, hein, ça serait vraiment de communiquer sur les opportunités, les avantages de ces nouvelles technologies, écouter les craintes et prendre en compte aussi ces craintes et travailler sur ces représentations et anticiper aussi l'impact que pourrait avoir l'intégration de ces technologies sur l'organisation de l'entreprise. Donc voilà, une des premières étapes, c'est vraiment voilà cette étape de préparation, d'acculturation. On peut passer. Il y a une deuxième étape qui, pour aller plus loin dans la démarche, c'est d'aller vers une étape de ce qu'on appelle de préétude. Préétude, c'est moi ce que j'appelle, enfin je l'appelle aussi analyse du besoin. Ok, je suis intéressé par de la robotique mobile, mais pourquoi faire? Donc, dans cette étape, on va faire ce qu'on appelle des phases d'audit, où on va faire une phase vraiment d'analyse du besoin, définition des objectifs, d'audit de production, où on va évaluer les flux logistiques internes, parce que comme l'a précisé tout à l'heure Alexia, on va plutôt intégrer de la robotique mobile sur nos flux, notre logistique. On va évaluer les flux logistiques en interne. On va faire ce qu'on appelle une étape d'étude de flux, où on va utiliser plutôt dans cette étape-là des outils du Lean qui permet de faire une cartographie de nos flux existants. Ça peut être, on utilise des outils du Lean comme la VSM ou le diagramme spaghetti qui permettent de faire un instant T, voilà, une cartographie de ces flux et d'identifier dans cette cartographie quels sont les goulots d'étranglement.
Quels sont les endroits où la robotique mobile ou l'automatisation des flux pourrait être intéressante. Ça peut être sur du transport de pièces, ça peut être sur du transport de matières premières, transport de produits finis, transport de produits sur un poste de travail, d'assemblage. Et on va imaginer, en fait, quand on va avoir cette cartographie qui nous permet, voilà, de mettre des temps d'attente de produits, des temps de transfert de produits d'un point A à un point B, on va pouvoir commencer à se projeter sur le gain potentiel qu'on pourrait avoir lorsqu'on met de la robotique mobile, le gain de productivité, le gain sur la réduction des erreurs, sur la flexibilité ou sur la sécurité qu'on pourrait avoir sur cette cartographie. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va travailler aussi sur des notions sociologiques, qui est la confiance. Comment je communique auprès de mon équipe sur l'expression du besoin, comment j'essaye de donner du sens à ce projet aussi au sein de mon équipe, comment j'implique mes collaborateurs à la réflexion, au choix et à la mise en place d'un tel outil. Et comment j'intègre aussi mon équipe dans les objectifs que moi je me suis fixé. C'est vraiment dans cette aussi étape qu'on va commencer à constituer une équipe et à parler de ces objectifs. Euh, une fois qu'on a vraiment fait cette phase d'audit où on a identifié un projet ou identifié un endroit où la robotique mobile pourrait être intéressante, on va rentrer dans une étape, ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, et validation, où on va vraiment cartographier l'endroit où on va intégrer, où on souhaite intégrer ce robot, cartographier l'atelier, cartographier, ça peut être un service complet, ça peut être une ligne complète, un atelier complet. La cartographie de cet atelier va nous permettre en fait d'identifier, de dimensionner vraiment l'atelier, le service, la taille du service, la taille de l'atelier, d'identifier les obstacles aussi qu'on peut avoir, d'identifier les zones de stockage, les zones de travail, les différentes zones. Ça va nous permettre aussi d'analyser un petit peu les contraintes qu'on peut avoir aussi dans ces zones. Voilà, l'intégration de ces technologies, ça nécessite voilà aussi d'avoir des sols aussi adaptés, des accès adaptés, une sécurité adaptée. Mais le fait de cartographier et d'analyser un peu ces zones va nous permettre voilà d'identifier voilà les différents sols. Est-ce qu'il y a des ascenseurs? Est-ce qu'il y a des portes à franchir? Est-ce qu'il y a de la cohabitation aussi avec les collaborateurs? Parce qu'on peut avoir des zones où on a peu de cohabitation, ou des zones où on va avoir aussi beaucoup de cohabitation aussi avec des collaborateurs. Donc, cette cartographie va nous permettre vraiment d'identifier tout ça. Et puis aussi, avant de se concentrer aussi sur la techno, la définition vraiment du robot qu'il nous faut, du robot mobile, il va falloir aussi avoir en tête quel type de connexion que j'ai besoin d'avoir avec l'extérieur. Est-ce que je vais avoir besoin de me connecter à des systèmes d'information type ERP, WMS, MES, voilà, ou quel système d'information, avec quel système d'information je vais être obligé de me connecter. Donc, il faut aussi avoir en tête ces notions-là avant d'aller commencer à réfléchir vraiment au choix de la solution de robot mobile. Alexia, tout à l'heure, vous a présenté différentes technologies, AGV, AMR. Voilà, avant de se concentrer sur ce choix de ces technologies, bah, c'est d'abord voilà, de mettre à plat toute cette étude de site, cette cartographie de l'atelier et de l'analyse du besoin. Après, on va dire que le choix du robot, de l'AMR ou de la GV ou de la technologie, en fait, ça va être dépendre de ce que j'ai besoin de faire. Est-ce que un peu des spécifications techniques, de la charge utile que je dois déplacer,
de l'autonomie aussi que je souhaite avoir, de la vitesse aussi que je souhaite, de vitesse de transport, de déplacement, la compatibilité aussi avec l'environnement, avec l'extérieur, avec les collaborateurs, etc. La technologie aussi de navigation que je souhaite avoir. Est-ce que on va avoir une besoin de naviguer en totale autonomie d'un point A à un point B? Est-ce que je vais être sur une technologie euh, où je vais plutôt philo-guider, donc je vais suivre une ligne au sol ou vraiment un parcours défini? Est-ce que je vais avoir besoin d'interopérabilité, pardon? Est-ce que je vais avoir besoin de dialoguer avec des systèmes d'information? Et puis, une fois qu'on a vraiment défini toutes ces critères, c'est grâce à tous ces critères-là qu'on va faire vraiment le choix de notre moyen, de notre robot. On peut avoir, euh, on peut avoir besoin de passer par des phases aussi de POC, aussi, de phase de test à ce moment-là, où on a besoin de tester les technologies qu'on aura identifiées. Donc c'est important dans cette étape-là d'intégrer ces phases aussi de POC, hein, de Proof of Concept, mettre en place un proto. Ça peut être un proto qu'on fait à l'extérieur ou directement sur votre site où on va intégrer un moyen, tester ce moyen sur votre site. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'on va travailler aussi sur un calcul de ROI aussi, d'études de faisabilité technico-économique. C'est à ce moment-là aussi qu'on va évaluer aussi la rentabilité et l'intégration de ces technos-là. Et ce ROI, on peut le calculer grâce à plusieurs critères, hein. Ça peut être un premier critère, hein, ça peut être la réduction forcément des coûts. L'intégrer, on va estimer, on va faire la somme des coûts qu'on économise hein, grâce à l'intégration de ces technos, grâce à l'optimisation de la main-d'œuvre, grâce à l'optimisation aussi des compétences. On peut aussi ajouter des critères autour de la chaîne d'approvisionnement aussi, qu'on peut avoir plus rapide grâce à la réduction aussi du taux d'erreur. On peut y intégrer aussi un critère d'amélioration de la sécurité aussi. Donc ça peut être aussi, on peut le chiffrer aussi, d'amélioration de la sécurité. Ça peut être des coûts financiers liés à des journées de travail qu'on peut avoir, qu'on peut perdre, notamment quand on a des tâches manuelles, à fort TMS, on peut réduire aussi des arrêts de travail, etc. On peut chiffrer aussi l'amélioration de la sécurité. Des temps d'arrêt limités aussi, ça peut chiffrer, ça peut rentrer aussi dans le calcul du ROI. Et puis un des points aussi qui est important, qu'on a du mal à chiffrer, c'est vraiment aussi l'image de l'entreprise qui peut être aussi améliorée. On peut avoir un lieu de travail beaucoup plus attrayant aussi grâce à l'intégration de ces technologies. Donc ça peut être aussi un coût aussi qui peut être aussi à calculer dans le ROI. La condition de réussite hein, et le rôle du manager dans ces phases-là aussi, c'est d'impliquer les collaborateurs dans ces phases-là d'identification du besoin, test des technologies. Ça, c'est vraiment important aussi d'intégrer le plus possible les collaborateurs aussi sur les phases de test et d'expérimentation. Proposer aussi des formations initiales ou continues sur ces outils. Favoriser aussi la transmission du savoir, donner une vision claire aussi de ce qu'on veut faire pour rassurer vraiment les collaborateurs dans l'avenir. Non, donc ça c'est vraiment important et faut vraiment engager ses collaborateurs dans cette phase-là. Et un des livrables hein, vraiment sur cette étude de validation, cette étude de faisabilité, ça va être le cahier des charges qui va nous permettre à la fin d'aller contacter des intégrateurs et des fournisseurs qui vont faire vraiment l'intégration de ces applications. Donc on peut passer à la slide suivante, qui est vraiment la phase d'intégration et d'utilisation. On va avoir un cahier des charges, on va commencer à contacter les fournisseurs et les intégrateurs qui vont répondre à ce cahier des charges.
Donc pour vraiment avoir une intégration technique réussie, une intégration aussi humaine réussie. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va déployer la solution, déployer les logiciels aussi qui vont nous permettre d'utiliser ces applications. Donc on va connecter ces systèmes à l'infrastructure réseau, avoir besoin de connecter ces systèmes au Wi-Fi, grâce aussi à de l'IoT, des objets connectés. On va intégrer aussi ces systèmes au système d'information existant pour faire de la gestion de mission grâce à l'ERP et WMS. On va parler aussi de formation aussi dans cette phase-là, formation des équipes, formation du personnel, formation des équipes à l'utilisation de ces technos et formation aussi du personnel de maintenance. Ça, c'est vraiment important d'intégrer la maintenance aussi dans les formations. Sensibiliser aussi à la cohabitation homme-robot et aux règles de sécurité. On l'a vu, hein, c'est des technos qui vont aussi cohabiter avec, euh, avec les collaborateurs, avec du personnel et du grand public. Donc, c'est important aussi de sensibiliser à la cohabitation à ce moment-là, homme-robot. Une phase de déploiement aussi dans l'atelier et sur les lignes de production. Il faut imaginer aussi une mise en service aussi dans cette phase-là aussi progressive. Il faut voilà proposer vraiment ne pas imaginer vraiment une montée en puissance aussi de l'intégration, avoir une adoption plutôt fluide aussi de ces technologies. Et puis mettre en place aussi un outil, des outils de suivi de performance et d'amélioration continue. Parce que bien souvent, on imagine que le projet va s'arrêter là, ou une fois qu'on intègre une solution, il faut vraiment aussi y intégrer une phase d'amélioration continue pour essayer aussi de capter aussi les points bloquants ou aussi les points d'amélioration qu'on pourrait avoir besoin d'intégrer dans ces phases-là. Donc un suivi de l'amélioration, un suivi de la maintenance et puis un suivi d'amélioration continue, avec un suivi des indicateurs de performance en termes de productivité, de panne aussi, du taux de disponibilité. Mise en place aussi d'un plan de maintenance préventif aussi lorsqu'on intègre ces technologies. Et puis, euh, et puis aussi avoir en tête aussi toujours imaginer d'aller petit à petit aussi d'imaginer aussi avoir la possibilité de rajouter d'autres robots mobiles dans ce projet, d'ajouter d'autres AMR supplémentaires suivant vraiment l'évolution du besoin qui peut, qui peut évoluer aussi tout le long du projet. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous présenter en termes de démarche projet. Je peux laisser Ok. la main après, je répondrai à des questions si besoin tout à l'heure. Merci Nicolas. Alors pour faire la transition justement, Alexia et Nicolas donc vous ont exposé différentes fonctions de déplacement. On a parlé de localisation, d'anti-collision sur les plateformes mobiles. Justement pour contextualiser un petit peu la suite de cette présentation et comprendre notre rôle en tant que SIC. SIC est donc société constructeur de capteurs, alors de différentes technologies comme vous pourrez le voir qui permet justement de réaliser ces fonctions d'automatisation. Pour petite information, donc on est une société familiale, société allemande d'environ 11 000 personnes et présente dans le monde. Aujourd'hui, Six compte plus de 50 filiales dans le monde, donc c'est la garantie pour nos clients de trouver du SIC une fois que leurs robots sont instrumentés de nos capteurs. Notre rôle, et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est donc de définir et d'accompagner les clients constructeurs de machines ou bien même les utilisateurs directs des robots mobiles à définir la meilleure solution technique et économique justement associée à ces enjeux d'automatisation qu'on a déjà évoqués tout en garantissant la sécurité des opérateurs.
C'est pour faire la transition. Justement, Adrien, expert en sécurité machine, va vous exposer par la suite comment Meanwhile, justement, sur ces robots, procède pour garantir la sécurité de ces robots, mais surtout des opérateurs qui travaillent autour de ces engins. Allez, à vous. Merci Victor pour l'introduction. Je vais reprendre la suite. Donc, une des grandes questions lorsque vous avez des AMR dans vos installations qui arrivent assez rapidement dans la préétude hein, que vous présentez, Nicolas, c'est de se poser la question de où vont naviguer vos véhicules en matière de sécurité, hein, je parle aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir mes véhicules qui vont finalement transiter à l'intérieur des entrepôts, éventuellement on parlait tout à l'heure d'hôpitaux. Est-ce qu'ils vont transiter dans des zones où j'ai des opérateurs? Et dans ces cas-là, il faudra que mon véhicule puisse garantir la sécurité des personnes en détectant leur présence et en évitant les personnes, en s'arrêtant éventuellement pour pouvoir laisser passer les opérateurs. Ou est-ce que finalement, vous faites le choix d'aller faire transiter vos véhicules uniquement dans des zones qui sont dédiées au travail du véhicule? Et dans ces cas-là, c'est finalement une zone qui est fermée, à laquelle les opérateurs pourront venir intervenir occasionnellement, voire exceptionnellement. Et là, on parle plutôt de cohabitation, mais avec des opérateurs lors des phases de maintenance, lors des phases éventuellement d'entretien, mais dans les phases de fonctionnement standard, on est dans un environnement qui est relativement éloigné. Pour pouvoir faire la première évaluation que vous allez avoir à faire, c'est un peu cette réalité-là. Est-ce que vous allez avoir la possibilité d'avoir une zone dédiée? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager dans vos usines? Évidemment, ce projet-là va être dépendant de savoir est-ce que vous êtes sur amener un véhicule dans un nouvel établissement ou est-ce que vous êtes dans un établissement déjà existant et vous avez des contraintes qui sont matérielles, qui sont physiques avec la place que vous avez associée. Lorsque vous avez un projet qui démarre sur de la partie sécurisation d'une application avec des AMR ou vous voulez intégrer des AMR, une des premières phases qui va se poser, c'est de faire ce qu'on appelle l'appréciation des risques. En sécurité, c'est toujours le point d'origine, c'est toujours le point de départ. C'est pas toujours évident à réaliser, mais c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que le fait que j'ai des véhicules qui vont se déplacer dans un environnement avec des opérateurs à proximité, je vais générer des dangers pour ces opérateurs-là? Alors le premier danger que tout le monde évalue en priorité, ça va être le danger d'écrasement, de choc avec un opérateur qui se trouverait soit entre un choc, simplement j'ai un coup qui est donné à l'opérateur parce que le véhicule aurait touché la personne, et l'écrasement, il se retrouve entre le véhicule et un mur. Évidemment, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter. C'est évidemment le travail que fait Meanwhile dans son appréciation des risques dès le départ. Cela dit, l'appréciation des risques que peut faire Meanwhile dans toute la conception de son véhicule, elle sera toujours à remettre en considération avec l'environnement dans lequel vous l'avez. Et c'est pour ça que, par exemple, Meanwhile travaille aussi, lors de ses projets, sur évaluer éventuellement des dangers supplémentaires à ce qui est déjà prévu par leur analyse dans le contexte dans lequel vous l'utilisez. On va retrouver tout un tas de dangers qui peuvent être représentés pour les opérateurs, sur lesquels il y aura des mesures de protection qui seront mises en place. Donc, il peut y avoir les défaillances du système de commande. Donc, ça, c'est des choses qui sont prises intégralement dans l'évaluation que fait Meanwhile, mais aussi tout ce qui va être risque avec contact avec les zones électriques. Le véhicule, on l'a dit, il est autonome, il fonctionne sur batterie. Par contre, il aura un besoin à un moment donné d'aller se recharger. Cette zone de recharge, où est-ce que je la positionne dans mon installation? Comment je fais en sorte que un opérateur ne puisse pas être en contact avec les bornes de recharge du véhicule. Ensuite, il va y avoir des dangers qui sont plutôt dans le parcours du véhicule. C'est ce que présentait Nicolas, c'est ce qu'il donnait comme exemple. On va avoir un véhicule qui va
transiter dans un environnement potentiellement qui est adapté pour les opérateurs, avec des escaliers, avec éventuellement des quais si vous l'utilisez en milieu industriel. Et tous ces éléments-là, si le véhicule n'en a pas conscience, peut générer des pertes de stabilité, c'est-à-dire que le véhicule peut tomber et au moment où il va tomber, il va représenter un danger pour les opérateurs à proximité. Lorsqu'on parlait d'applications de manutention de bac, etc., il peut y avoir le cas où un bac pourrait tomber. Donc, c'est ce que fait Meanwhile dans la conception de son véhicule, dans la conception de sa solution, c'est de trouver le moyen adapté pour pouvoir transporter l'objet et garantir que pendant toute la transition du véhicule, lorsqu'il va aller en ligne droite, lorsqu'il va avoir un freinage d'urgence, lorsqu'il va faire un virage, toute l'intelligence qui mettent à disposition à travers les véhicules qui mettent à votre disposition, c'est d'être capable de garantir que cette charge-là va ne pas tomber et ne risque pas de tomber sur un pied d'un opérateur. Cela peut avoir des contraintes en fonction des pièces que vous souhaitez déplacer sur la conception du véhicule. Et puis évidemment, il y a tout ce qui va être les problématiques qui sont liées à l'environnement dans lequel on travaille. Si j'ai un sol qui est glissant, s'il y a un sol qui est mouillé, par exemple, cela peut avoir un impact sur les capacités de freinage du véhicule et c'est des contraintes qui vont vous être expliquées lorsque vous voulez faire un projet AMR où on va vous dire il va falloir avoir un sol et certains constructeurs auront des contraintes sur le sol pour pouvoir éviter d'avoir des glissades du véhicule de manière incontrôlée. Une fois qu'on a évalué ces dangers, la deuxième grosse étape, c'est d'évaluer ce qu'on appelle le risque, c'est-à-dire que c'est facteur de deux choses. C'est finalement, on va évaluer, OK, j'ai un danger d'écrasement, mais finalement, pour l'opérateur, ça représente quoi? Est-ce qu'il a un risque de dommage important? Je vais avoir les risques les plus faibles qui vont être l'opérateur va simplement avoir eu un choc, mais sans gravité, sans invalidité de temps de travail, sans dommage pour la personne, jusque pour des véhicules allant très vite avec dans certains environnements où je pourrais avoir un risque d'aller blesser un opérateur avec une casse de bras, une jambe, on peut même aller jusqu'à là. Mais ce facteur-là, on a cette gravité de dommage, mais on va toujours la mettre en corrélation avec la probabilité d'occurrence du danger. Finalement, des événements de ce type-là, est-ce qu'ils vont avoir lieu de manière plus ou moins importante? Tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir des zones ouvertes où il y a des opérateurs qui vont passer à proximité et des zones qui sont complètement fermées. Finalement, dans les deux cas, j'ai un danger d'aller avoir un choc avec un opérateur. Cependant, lorsque je suis dans un environnement fermé, contrôlé, où je limite le nombre d'accès, etc., l'exposition, le temps d'exposition auquel les gens vont être exposés est beaucoup plus faible dans une zone fermée dédiée où on a limité l'accès par rapport à une zone complètement ouverte qui serait par exemple le hall d'accueil des urgences d'un hôpital. On ne va pas avoir la même quantité de personnes, mais aussi ces personnes-là vont pas avoir les mêmes capacités à évaluer le danger auquel ils sont exposés et le risque de dommage qui est avec. Quand on est en milieu industriel, les personnes sont formées au fait qu'il y ait des véhicules, qu'il y ait des zones dédiées, etc. Lorsqu'on est en milieu hospitalier, il faut toujours envisager le fait comme quoi il y a des patients potentiellement dans les environnements où les véhicules vont naviguer, ou est-ce que c'est finalement qu'une zone où j'ai des personnes qui sont formées, habilitées et qui connaissent les dangers et qui du coup savent aussi que quand ils vont entendre un bip, c'est le véhicule qui s'approche par rapport à un opérateur, à une personne qui ne connaît pas ce genre de technologie. Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut évaluer, estimer, et en fonction de ça, on va faire une note sur un risque et on va dire est-ce que je considère ce risque-là acceptable ou au contraire, je vais dire ce risque-là, il n'est pas acceptable pour moi parce qu'il y a un risque de dommage qui est trop important, parce que la probabilité d'occurrence, elle est trop importante et dans ces cas-là, je vais mettre en place des mesures de sécurité. C'est ce qu'on va avoir juste après. Vous donner un exemple de mesures de sécurité principales qui peuvent exister sur des véhicules de type AMR
et de voir quels sont justement du coup les avantages et les contraintes qu'on a associés. La première chose souvent qui est évaluée sur ce genre de solution-là, c'est de dire finalement mon véhicule, je ne le fais pas naviguer avec tout un tas de personnes autour, je limite l'accès, et c'est ce qu'on va appeler une zone restreinte ou une zone confinée. C'est une zone finalement qui va être dédiée aux véhicules et il n'y aura que des véhicules qui fonctionneront à l'intérieur. Donc, il est nécessaire dans ces cas-là de mettre une mesure de protection qui est une protection périmétrique. C'est du grillage, c'est une allée du bâtiment qui est dédiée à ça. Et lorsque quelqu'un va vouloir rentrer à l'intérieur, donc un opérateur, une personne de maintenance, une personne qui va faire le dépannage, une personne qui va faire l'entretien, on va venir le détecter avec des dispositifs d'ouverture de porte et on va déclencher l'arrêt des véhicules dans la zone. Et comme ça, après, on va autoriser la personne à rentrer dans cette zone-là. C'est évidemment des choses qui vont avoir un impact sur la disponibilité. Si je suis dans une zone restreinte ou confinée et que j'arrête les véhicules, va y avoir un impact dès que quelqu'un rentre. Je vais arrêter la solution des véhicules. Donc, en termes de productivité, en termes de réactivité, c'est peut-être ce qui va être le plus contraignant, à condition qu'on ait une fréquence régulière des personnes. Si on a rarement des personnes, finalement, on protège la personne de manière relativement simple et on verra derrière sur le véhicule, ça aura un impact sur son équipement associé. Il faut évidemment évaluer que toutes les zones où je vais avoir des échanges de matière, où je vais avoir la possibilité que mon véhicule rentre, sorte, ces zones-là peuvent être aussi des zones qui sont utilisées par l'opérateur pour rentrer dans la zone en dehors de l'entrée prévue qui était dit piétonne où la personne demandait l'accès. Ces zones-là, il faudra aussi être capable de les sécuriser pour pouvoir détecter lorsque c'est un véhicule qui rentre. Et dans ces cas-là, on n'aura pas d'impact sur les véhicules dans la zone. Soit c'est des opérateurs et dans ces cas-là, on déclenchera des choses. Évidemment, toutes ces zones-là vont être marquées pour pouvoir être identifiées par les personnes comme étant une zone à accès réduit. Ensuite, on va avoir le cas de la zone ouverte, qui est de plus en plus dans le milieu industriel, la réalité, le besoin des clients finaux, qui va être de dire, bah, j'ai déjà mon installation, j'ai déjà mon usine, et puis j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'interactions, j'ai des allées qui sont communes avec des opérateurs, et on va prendre en considération dans ces cas-là deux notions extrêmement importantes, qui sont la possibilité du véhicule de détecter les personnes, dans le sens dans lequel se déplace le véhicule, ça doit couvrir l'ensemble du véhicule, mais aussi la charge qu'il transporte. Ici, c'est un exemple avec plutôt un AGV qui transporte des palettes pour un AMR comme celui que fait Meanwhile, où on voyait que les produits qui sont transportés sont à l'intérieur du véhicule. La protection du véhicule, elle, est suffisante. Si on prend une charge qui est plus grosse que le véhicule, il va falloir le prendre en considération pour pouvoir sélectionner des dispositifs qui vont me permettre de détecter suffisamment tôt la personne pour pouvoir permettre au véhicule de s'arrêter avant le contact. Et puis la deuxième chose qui est importante à prendre en considération dès qu'on est en zone ouverte, c'est ce qu'on appelle la voie de dégagement. C'est l'espace entre le véhicule lorsqu'il est en train de transiter et toute l'infrastructure, les murs, les poteaux, les armoires qu'il peut y avoir autour. Et si on se réfère à des normes, donc là c'est plutôt sur des normes industrielles, dans le milieu industriel, on va demander à maintenir un espace minimum de 500 mm entre le véhicule et les zones fixes pour le cas où l'opérateur est à proximité et lui permettre de se dégager, d'éviter le danger si des fois il y avait quelque chose qui se passait mal sur l'application. Alors, on va distinguer dans les zones ouvertes deux zones, ce qu'on appelle une zone de travail et une zone de travail dangereuse. La zone de travail, c'est lorsque mon véhicule, lui, va disposer de dispositifs de détection de personnes et que je suis capable d'assurer les voies de dégagement pendant tout le trajet du véhicule. C'est-à-dire que si je vais passer dans des couloirs, il faut que j'ai des couloirs qui soient suffisamment larges par rapport à la taille de mon véhicule pour assurer ces voies de dégagement. Les normes, comme la 3691-4 dans le milieu industriel, vont dire que si on prend ces considérations-là, on peut faire fonctionner le véhicule à sa vitesse nominale, c'est-à-dire à sa vitesse maximale dans son utilisation. Et si le véhicule détecte une personne, il viendra s'arrêter, éventuellement contourner le danger quand c'est possible, ou sinon il viendra s'arrêter. Et lorsqu'il se sera arrêté,
Il va redémarrer éventuellement automatiquement si les dispositifs de détection sont suffisants et après l'appréciation des risques, on estime que c'est suffisant. Et il va pouvoir repartir en production tout seul. Lorsqu'on est dans des zones de travail dangereuses, c'est aussi énormément le cas dans le milieu industriel. On a souvent des véhicules qui vont se déplacer dans une zone confinée. À un moment donné, pendant le parcours, il va falloir qu'ils passent par une zone où la taille du véhicule plus les 500 millimètres de chaque côté ne sont pas toujours évidents à réaliser. Et dans ces cas-là, on va avoir un mécanisme où on va dire, comme je n'ai pas les voies de dégagement, je vais m'assurer que mon véhicule s'arrêtera plus vite, qu'il pourra réagir beaucoup plus rapidement. Et donc, pendant ces phases-là, pendant ces itinéraires-là, on va faire en sorte que le véhicule fonctionne avec une vitesse réduite. L'objectif étant d'éviter qu'il s'arrête au maximum. Donc, Meanwhile va vous accompagner pour évaluer ce genre de choses et va vous dire voilà les types de vitesse qu'on peut appliquer dans telle et telle zone. On va avoir un marquage de la zone qui, lui, va être systématique. Il faudra émettre dans ces zones-là souvent des avertissements sonores ou visuels en fonction des capacités des personnes à voir les signaux. Si on prend un milieu industriel avec un hall de fabrication avec énormément de bruit, faire un avertissement sonore ne sera pas forcément adéquat. Et puis, de la même manière, le réarmement, la possibilité du véhicule de redémarrer tout seul sera évalué dedans. Sur la partie, du coup, équipements qui vont permettre de faire ce genre de choses sur le véhicule, on va retrouver ici quelques technologies et exemples pour vous donner une illustration de ce qui existe et ce que ça permet. Sur l'image de gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle des scrutateurs laser de sécurité qui sont intégrés sur les véhicules de Meanwhile notamment. C'est l'illustration que vous avez sur l'image, le champ qui est en rouge et qui va permettre de dire si je détecte quelqu'un dans cette zone-là, je vais déclencher éventuellement le ralentissement dans un premier temps. Et si la personne continue à être dans le chemin de passage du véhicule, je vais arrêter le véhicule. Et ce qui va nous permettre de faire ça, c'est ce scrutateur-là qui va permettre de détecter les personnes. Il existe et il commence à exister maintenant aussi des caméras de sécurité qui, elles, permettent de détecter en 3 dimensions les éléments qui peuvent se trouver dedans, puisque les éléments de 2 dimensions permettaient uniquement de détecter les chevilles en général des opérateurs. Avec des équipements 3D, on va pouvoir évaluer aussi la position des bras et c'est ce qui va nous permettre, dans certains cas de figure, d'avoir des véhicules qui vont pouvoir transiter dans des zones à plus grande proximité avec les opérateurs. Ensuite, un des points qui est essentiel, vous le vivez tous les jours sur la route. Lorsque vous allez vite, lorsque vous allez sur autoroute, vous allez chercher à détecter s'il y a un danger qui est relativement loin de vous. Et lorsque vous êtes à plus basse vitesse, bah, vous regardez devant votre capot, vous adaptez votre vitesse en fonction des dangers que vous estimez et que vous voyez. Et bah, de la même manière, un véhicule va fonctionner de manière identique. S'il ne détecte personne à longue distance, il va autoriser éventuellement d'aller à des grandes vitesses. Et dès que je vais détecter quelqu'un qui s'approche du véhicule, je vais déclencher des fonctions de limitation de vitesse et je vais vérifier cette vitesse-là. Si je suis en dessous d'un certain seuil, je vais passer éventuellement sur un champ qui est plus petit et qui va me permettre de passer dans des endroits extrêmement étroits. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les zones étroites. Pour pouvoir faire ça, les véhicules sont équipés de codeurs, qui sont des technologies qui nous permettent d'avoir les informations sur la vitesse et qui vont être évaluées via un système de commande de sécurité qui va permettre de justifier que l'électronique qui est à l'intérieur, elle va être capable de détecter les défaillances des capteurs, mais aussi d'être capable d'exécuter un programme de manière sûre avec une fiabilité qui est beaucoup plus importante que un équipement lambda. Donc cette vitesse-là, elle va pouvoir être utilisée soit tout simplement pour donner les tailles des champs qui sont adaptés et en fonction de cela, ça peut être pour la stabilité, pour surveiller les vitesses et en fonction des normes en vigueur et du domaine d'application dans lequel vous intégrez les AMR, vous allez avoir une modification du niveau de performance de ces équipements.
Enfin, et la dernière chose, pareil, toujours le corollaire avec vos voitures, lorsque vous voulez tourner à gauche ou à droite, vous allez regarder dans la direction dans laquelle vous allez. Pour qu'un véhicule puisse faire ça, pour qu'un véhicule puisse évaluer dans la bonne direction, il va falloir qu'il soit capable d'évaluer sa direction. Et pour ça, de la même manière que les vitesses, on ne va pas avoir forcément les mêmes technologies, mais on peut avoir des technologies similaires avec des codeurs qui vont me dire je vais à 30 degrés vers la gauche ou je vais tout droit. Et du coup, je vais pouvoir faire évoluer le sens dans lequel regarde le véhicule pour pouvoir évaluer est-ce qu'il y a un opérateur à proximité euh, du véhicule. Voilà un petit peu sur quelques exemples et quelques mesures de protection qui peuvent y avoir. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe tout un tas de référentiels, de réglementations sur lesquelles euh, les constructeurs comme InWhile, mais aussi vous en tant qu'utilisateur de véhicules, vous pouvez vous reporter. Il y a la directive machine qui explique comment est-ce qu'un constructeur doit mettre en place sa conception de son véhicule pour pouvoir justifier d'un marquage CE sur son véhicule. Cette directive machine-là, c'est la 2006-42 CE. Elle est en cours d'évolution puisqu'il y a un règlement qui va le remplacer à partir de 2027 et qui vient traiter notamment de machines au sens large, mais aussi des points spécifiques pour les véhicules autonomes du type AML. Pour tout ce qui est l'étape d'appréciation des risques, comment est-ce que je peux identifier un danger, comment est-ce que je peux appréhender le risque, les critères qui sont associés, avoir des exemples de risques et de dangers, vous pouvez vous référer à la norme 12100 qui vous permet de savoir euh, un process adapté pour pouvoir faire l'appréciation des risques. C'est des choses évidemment que Meanwhile utilise régulièrement dans sa conception et connaît déjà, mais il est toujours important de faire aussi l'appréciation des risques par rapport au milieu environnant dans lequel va évoluer le véhicule, et ça peut avoir du sens que vous ayez ce genre de choses. Et puis évidemment sur la conception du véhicule, mais aussi sur l'évaluation des zones dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des points extrêmement importants. Dans le milieu industriel, vous retrouvez la 3691-4 qui permet de dire les définitions des différentes zones, les impacts sur les véhicules, l'impact sur la réduction des risques qu'il y a dessus, et qui vont permettre, ces normes-là, la 3691-4 ou la 12100, sont harmonisées avec la directive machine. Et c'est ce qui permet notamment à des sociétés comme Meanwhile de justifier la pertinence de toutes les mesures et le marquage CE et de vous garantir d'avoir des équipements qui sont extrêmement sûrs et extrêmement fiables dans leur utilisation. Voilà pour la présentation que je souhaitais vous faire aujourd'hui. Je vous laisse la main, Alexia. Super, merci beaucoup pour cette présentation. On va pouvoir passer à la partie des questions-réponses. Donc pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le canal dédié Q&R qui se trouve en bas dans la petite barre. Pendant que vous réfléchissez quelques instants, je vais en profiter pour poser une question qui peut souvent revenir, ou en tout cas interroger, qui concerne les normes de sécurité. Donc, est-ce que les normes de sécurité, donc je vous pose la question à vous, Victor ou Adrien, est-ce qu'elles sont les mêmes à la fois dans les hôpitaux ou dans l'industrie, ou est-ce que ça diffère? Alors, les normes vont différer puisque les milieux et les considérations sont différentes. Tout à l'heure, je vous parlais du règlement machine, justement, qui est une obligation pour les fabricants de véhicules qui veulent développer des solutions de type machine dans le milieu industriel. On va évaluer, et par rapport aux normes auxquelles je vous faisais référence, la 3691-4, la 12100, font des évaluations pour le milieu industriel, c'est-à-dire que les personnes qu'il faut détecter et qu'il faut chercher à protéger sont des personnes de plus de 14 ans. Lorsque on parle de milieu hospitalier, comme c'est des clients réguliers chez Meanwhile, dans ces cas-là, ça va être d'autres normes. Euh, Elles ne sont pas toujours aussi spécifiques que celles du milieu industriel, puisqu'il va y avoir éventuellement des patients qui sont des enfants et qui ne sont pas couverts par ces normes-là. Donc, c'est tout le travail qui est fait là-dessus.
Donc vous avez des choses qui sont assez spécifiques pour le milieu hospitalier. Cela dit, à ma connaissance, il n'existe pas spécifiquement de normes pour des véhicules autonomes en milieu hospitalier. C'est pour ça que on va se référer aussi beaucoup à des normes sur le milieu industriel pour pouvoir faire une première approche et après spécialiser certains points dessus. Super, merci. On a eu une question donc, qui a été répondue au préalable pendant la conférence. Donc, c'était pourriez-vous nous fournir les références des normes spécifiques aux AMR? Adrien, vous les avez citées juste un peu plus haut dans la présentation, donc ça c'est top. En sachant que du coup, le replay vous sera transmis, donc vous pourrez repasser en revue les slides. Euh, et on va pouvoir passer aux questions suivantes. Donc, bonjour, merci pour cette conférence. Combien de temps dure généralement l'implémentation du robot entre la cartographie du lieu, la connexion au réseau, la formation du personnel? Ouais, pour répondre à cette question, c'est assez varié. Globalement, on peut estimer un temps entre 6 et 12 mois de vraiment démarche complète en passant par les phases vraiment de préétude, d'acculturation jusqu'à aux phases d'intégration. Donc on peut voilà être à peu près entre ces eaux-là, entre 6 et 12 mois. Tout dépend aussi du nombre de robots, de la taille du site, de la flotte, etc., etc. Mais globalement, ouais, on peut partir sur à peu près ce temps-là. Très bien, je suis plutôt d'accord avec votre réponse. Merci. Euh, Question suivante, pourriez-vous juste rappeler rapidement la liste complète des différents risques à identifier, donc écrasement, chute d'objets, etc., s'il vous plaît. Je n'ai pas eu le temps de tous les prendre en note. Alors, je ne sais pas si, Adrien, vous voulez faire un rappel rapide. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, le replay sera disponible. Alors, oui, on peut faire un rappel rapide. Alors, je veux bien, Alexia, si vous pouvez. Ah non, c'est bon, j'arrive à remonter dans mes slides. Tic, tic, tic. Donc là, vous aviez une partie, ce n'est qu'une partie malheureusement des dangers auxquels on peut être exposé. Euh, il y a tout un tas de dangers auxquels les opérateurs peuvent être exposés. C'est là où, justement, je citais en exemple les normes comme la 3691-4 qui va faire un listing ici beaucoup plus exhaustif du nombre de dangers. Et puis, enfin, on pourra en discuter si vous voulez en aparté, mais les listes peuvent être quand même relativement conséquentes. Ça va être aussi dépendante des équipements que vous avez dedans. Très bien. Question suivante. Existe-t-il des logiciels pour utiliser différentes marques d'AMR dans un même atelier? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite y répondre ou si je peux répondre Ouais, pour Alexia, mieux. je laisse répondre si tu veux. Je pourrais compléter, ouais. Alors, chez Meanwhile, nous, on développe un logiciel, enfin un interlogiciel qui va se nommer MW Carrier et qui va permettre aux robots de communiquer entre eux de communiquer avec l'environnement du client. Donc, ça peut être avec des racks gravitaires, des ascenseurs, des portes automatiques. Et donc, ce logiciel peut communiquer, enfin, peut faire en sorte que les robots que nous on intègre communiquent avec d'autres AMR qui sont déjà mis en place, existants chez le client, ou tout simplement des types d'AMR différents, dans le sens, par exemple, un AMR pour le transport de charges lourdes, donc, par exemple type la Gilux, et des AMR type transport de charges légères, donc comme le XUP-Lift. Et donc, ce logiciel va leur permettre en fait de communiquer entre eux pour qu'ils circulent du coup de manière fluide et, euh, et dans un même environnement. Donc, nous, on propose ça. Donc, ça existe. Après, c'est pas forcément le cas de tous les intégrateurs. Voilà, je sais pas si Nicolas, vous voulez compléter Ouais, sur ce point-là. je suis complètement d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et tous les intégrateurs ne le font pas. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir un logiciel qui puisse s'adapter à différentes marques. C'est intéressant parce que bah, ça évolue très vite, la robotique mobile. Il y a des acteurs qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, le fait d'avoir un logiciel qui puisse dialoguer avec
un panel de technologies, ce qui permet de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est plutôt intéressant. Alors, Et pour compléter aussi, je vous confirme que Meanwhile sait le faire puisqu'on l'a déjà fait dans le cadre d'un projet où on a instrumenté aujourd'hui un petit train industriel transportant la marchandise et piloté par un chauffeur donc ça c'était un- une plateforme qui existait déjà chez le client avec des robots Meanwhile pour que tout ça téléopère ensemble. Donc Meanwhile sait le faire. Merci pour ces précisions. On va pouvoir passer à la question suivante. Y a-t-il une norme sur la communication, la communication interne, robots de marques différentes? Je ne sais pas si j'ai bien lu la question. Il y a une norme sur la commentaire robot marque ouais, différente. alors cette norme, c'est vrai qu'on en voit parler, on entend parler de temps en temps, la VDA 5050. Globalement, tous les fabricants ne sont pas encore à à cette norme-là. Ouais. Alors, moi, j'ai pas accès à cette question. Il y a une question qui est dans le canal questions-réponses et une question qui est directement posée dans le chat. Ok. Il y a une question, la même personne a posé la question aussi de la phase de préétude, puis premier essai font l'objet d'une ou plusieurs offres distinctes. Bah, ça dépend. Meanwhile fait des phases de préétude et de proto. Nous, Proxinov aussi, on fait ces phases de préétude et de proto. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même un regard neutre et sur mesure avant d'aller voir des fabricants sur ces phases-là. Donc, pour moi, on est sur des phases qui peuvent être distinctes avant d'aller sur une phase de proto. La phase de préétude, on va vraiment voilà, étudier la faisabilité, identifier les bonnes technos. Donc, ça peut être Meanwhile, ça peut être Proxinov, ça peut être d'autres structures aussi qui font ces phases d'études de faisabilité. Et puis après, en fonction des résultats de cette étude de faisabilité, on va pourquoi pas rentrer dans une phase proto, toujours dans l'optique d'aller choisir la bonne solution. Donc là, on peut avoir une autre offre distincte et là, on peut aller voir des fabricants qui vont nous mettre à disposition des équipements, faire cette phase de proto. Donc ça peut être soit des offres séparées, soit une même offre. Nous, on a la chance d'avoir un plateau technique de 1000 mètres carrés, différents équipements qui nous permettent de tester, expérimenter différentes technos. Donc on a un robot Agilox, on a un robot Omron, on a un robot Sherpa, voilà, différentes technos qui permet voilà d'explorer aussi un panel de technologies assez variées. Donc voilà, ça peut être lié dans une même offre ou alors après des offres distinctes auprès de fabricants. Concernant la question sur la norme VDA 50-50, 5050, je ne sais pas si Adrien ou Victor, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça. Ce que Alors, vous en sur la savez. partie sécurité, c'est moins le sujet, cette norme-là, qui est pour de la com inter-véhicule. Donc là-dessus, je me prononcerai pas forcément. Très bien. C'est en lien avec la question du chat sur la normalisation des échanges entre différentes marques de robots. Euh, ok. Dans tous les cas, je pense que c'est une question où on ne pourra pas vous répondre tout de suite. Éventuellement, si c'est vraiment un sujet que vous souhaitez approfondir, vous pouvez nous contacter par mail et on prendra le temps de passer votre question en interne et de vous répondre plus précisément. Euh, Ouais, juste pour voilà, nous de par de notre expérience, c'est clair, elle existe cette norme et tous les fabricants ne l'intègrent pas encore. Voilà. très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions globalement. On a un petit peu dépassé le timing, donc on va pouvoir conclure. En tout cas, n'hésitez pas à revenir
vers nous si vous avez d'autres interrogations qui vous viennent après coup. On vous fera un plaisir d'y répondre et pour rappel, le replay vous sera transmis par mail demain dans la journée. Et vous retrouverez nos coordonnées au travers des QR codes qui étaient dans les premières pages de présentation. Donc, à votre dispo pour reprendre contact au travers de ces QR codes, de ces coordonnées du QR code. Exactement. Je vous rappelle également que d'autres conférences sont à venir, toujours autour de la robotique mobile et notamment sur la question du transport de charges lourdes, si c'est une thématique qui vous intéresse. Et une autre conférence sur les coulisses du coup du déploiement d'une flotte d'AMR chez ST Microelectronics, donc en salle blanche. Donc, pour ne rien manquer, pensez bien à vous inscrire. Enfin, avant de vous laisser, donc un petit rappel, un questionnaire de satisfaction va s'afficher à la fin de cette conférence. Ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez prendre une minute pour nous faire un retour. Donc, promis, ce sera rapide. Un grand merci à nos intervenants, donc Victor, Nicolas et Adrien. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre expertise dans cette Super. conférence. Merci à tous et à votre disposition. Bonne journée à tous. Merci Merci, beaucoup. Bonne bonne journée à journée, tous. Merci Amine à Wael bientôt. et passez une bonne journée. Merci. Au revoir.